Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Faut-il condamner ceux qui ont commis des crimes sous l'influence de l'anneau ? Gandalf doit-il être jugé devant la Cour pénale internationale ? Quel est le statut juridique de l'armée des morts ? Que nous apprend la saga sur la représentation juridique des femmes ? Et plus encore, la justice a-t-elle sa place dans le monde de Frodon ? Et si Tolkien avait caché en Terre du Milieu des avertissements et autres questionnements destinés aux juristes ? Dans un ouvrage unique consacré aux représentations de la justice dans la saga du Seigneur des Anneaux, 17 professionnels du droit apportent des réponses à toutes ces questions et bien d'autres encore. L'univers de Tolkien met en scène un monde fantastique dans lequel le droit reste au cœur des rapports sociaux. Lutte territoriale entre États, loi de la guerre, droit d'accession au trône et règles propres à chaque peuple rythment ainsi chaque épisode de la saga. Analysant l'œuvre sous l'angle du droit français, européen et international, les auteurs parcourent avec humour mais rigueur les nombreuses questions juridiques qu'elle soulève. Vous êtes-vous jamais interrogé sur les représentations de la justice et de la société transmises par cette saga au retentissement mondial ? Voici, sous un angle nouveau, l'occasion de nous replonger dans l'univers de Tolkien. Chromosome B. Raphaël Morel, vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université de Bourgogne. Vous êtes spécialiste de droit international et auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques dans ce domaine. Vous êtes également l'auteur de nombreuses contributions et conférences s'inscrivant dans le mouvement droit et pop culture. Vous avez publié plusieurs ouvrages aux éditions Henrik B, dont récemment le droit dans la saga Jurassic Park. Et aujourd'hui, cet ouvrage, le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux, dans lequel vous êtes également auteur de plusieurs textes. Raphaël Morel, bonjour. Bonjour Sylvano. Vous écrivez en début d'ouvrage « Je fais le vœu que vous trouviez dans cet ouvrage divertissement, mais également matière à réflexion, à critique, à discussion sur le droit, sur sa place dans la société et sur ses représentations. » Vous poursuivez « L'étude des fictions sous l'angle du droit m'apparaît de plus en plus nécessaire dans notre société. » Alors pourquoi ? Alors pourquoi le droit et son étude sont nécessaires dans la société ? Je crois que c'est d'abord pour la comprendre. On vit aujourd'hui dans une société qui est marquée par ce qu'on appelle l'infobésité ou la génération continue d'informations. C'est un phénomène qui est bien connu, beaucoup analysé par les sociologues et où il y a des formes de perte de repères qui rendent assez complexe l'appréhension finalement de nos relations sociales les uns avec les autres et de la manière dont elles s'organisent. L'étude du droit permet de comprendre finalement les fondements des relations interpersonnelles, des relations donc entre les humains, mais également entre les humains et les institutions et l'État, pour ne prendre que quelques institutions classiques, mais on pourrait aussi parler des entreprises. Et je pense que aujourd'hui, il est vraiment important que tout le monde se rende compte qu'il y a quelque chose derrière et que les règles de notre vie en société ne sont pas des règles qui ont été posées de manière arbitraire, qu'elles ont un sens, qu'elles ont une histoire, une utilité. Et je pense que analyser la fiction sous le prisme du droit participe à cette action, à cette entreprise-là. Vous dites par ailleurs que les représentations du droit dans la fiction, elles ne sont pas neutres et elles nous influencent.
c'est-à-dire qu'elle détermine quelque chose dans notre réalité. Vous pouvez illustrer cette proposition ? Oui, je pense que je peux. Alors peut-être pas avec Le Seigneur des Anneaux, mais avec un autre ouvrage que j'ai eu le plaisir de diriger juste avant et qui était le droit dans la saga Jurassic Park. Il y a vraiment un exemple qui est très frappant. Lorsque le premier film Jurassic Park est sorti dans les années 90, il met en scène tout un tas de personnages, mais l'un d'entre eux évidemment c'est Alan Grant qui est archéologue, et on a observé dans le monde entier un accroissement très important des études en archéologie et de l'intérêt pour l'archéologie du fait de la sortie de Jurassic Park. À l'inverse, il y a une figure dans Jurassic Park qui est ridiculisée, c'est celle de l'avocat. C'est l'avocat qui se fait manger dans les toilettes par un T-Rex, et personne n'a jamais eu envie d'être avocat après avoir vu Jurassic Park, alors que beaucoup d'enfants, toute une génération a eu envie d'être archéologue. Tout ça, c'est lié tout simplement à l'ampleur de la diffusion de ces œuvres qui sont vraiment énormes et mondiales. Donc le box-office, évidemment, n'est pas neutre. Quand on regarde une œuvre, quand on lit un roman, on n'en sort pas inchangé. Eh bien, c'est la même chose pour le droit. Donc l'image du droit qui est véhiculée par une œuvre, forcément, nous influence. Alors c'est sous votre direction, Raphaël Morel, qu'a pris forme ce livre, qui est riche d'analyses, d'enseignements, mais aussi c'est un beau livre, c'est une très belle maquette, qui nous fait vraiment entrer dans le monde du Seigneur des Anneaux. Alors comment vous avez procédé avec vos 16 autres collègues et auteurs ? Alors, s'agissant des auteurs, il faut savoir qu'on a une équipe, on est une équipe, même plusieurs équipes en France de juristes, de spécialistes qui s'intéressent à ces questions-là, de la représentation du droit dans la fiction, de l'analyse de la fiction par le droit pour différentes raisons. On y reviendra peut-être. Il y a un pôle à Brest, un pôle autour de Besançon, également un pôle à Strasbourg. Et donc on est plusieurs auteurs à beaucoup apprécier l'exercice. Donc il a été assez facile de mobiliser un réseau de collègues pour leur dire: est-ce que vous souhaiteriez participer à un ouvrage collectif sur le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux, étant entendu qu'il s'agissait d'être le plus pédagogique possible pour être compréhensible auprès du plus grand nombre. Et ensuite le maquettage et donc la qualité du livre, là on la doit totalement à notre éditeur, Henrik B Éditions, qui sont dirigés par Henrik Barbillon et la directrice de la collection Le Meilleur du Droit, qui est Tatiana Vassine, et qui ont vraiment une équipe de graphistes absolument extraordinaire, qui font des propositions depuis le départ, qui changent vraiment des éditeurs juridiques. Les éditeurs juridiques sont connus pour être parfois un peu austères, ce qui n'est pas toujours vrai. Il faut pas exagérer. Mais l'éditeur Henrik B Éditions fait quand même un effort remarquable pour que le graphisme soit magnifique. Et donc voilà, moi je n'y suis pour rien. C'est vraiment la qualité de la maison d'édition qui est à l'œuvre. Il y a quand même une œuvre énorme et extrêmement connue, d'autant plus connue qu'elle a fait aussi l'objet de films extrêmement connus aussi. Donc ces auteurs avec lesquels vous avez collaboré, ils avaient déjà une relation avec la saga, ils la connaissaient bien. Est-ce qu'il faut connaître Tolkien pour lire votre livre ? Alors, le livre a été pensé, comme les autres de cette même collection, le droit dans la saga Jurassic Park ou le droit dans la saga Harry Potter auparavant, ils sont pensés pour être accessibles au grand public. C'est-à-dire que les personnes qu'on veut viser, c'est toutes les personnes qui aiment la saga de Tolkien, mais on vise également les juristes en herbe ou bien les juristes déjà chevronnés qui ne connaîtraient pas forcément l'œuvre de Tolkien, mais qui connaîtraient le droit, ou bien vraiment très largement les personnes qui connaîtraient pas du tout l'univers de Tolkien. Alors évidemment, il est préférable d'avoir vu les films par exemple. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu l'ensemble de la saga, c'est énorme, hein. L'œuvre de Tolkien est titanesque, donc il n'est pas nécessaire d'avoir tout lu. D'autant que on met des citations, on rappelle dans l'ouvrage à quoi on fait référence, donc il ne s'agit pas d'un livre d'analyse abstrait, donc il y a vraiment des éléments qui permettent de s'y retrouver. Mais voilà, il n'est pas obligatoire d'avoir lu les livres. Certains des auteurs n'avaient pas lu les livres depuis longtemps, et même il y avait un auteur qui n'avait pas lu le dernier, me semble-t-il, et qui l'a lu pour l'occasion. Le grand public peut vraiment, sans avoir lu et relu les ouvrages de Tolkien, lire le livre et y prendre du plaisir. Il y a aussi plusieurs chapitres qui traitent de thèmes très différents, ce qui fait que on peut un peu faire du pick and choose, comme on dit, et donc aller choisir ce que l'on veut. Chromosome B.
Alors précisément, Raphaël Morel, le premier texte, dont vous êtes l'auteur d'ailleurs, est intitulé « Où était le Gondor lorsque l'Ouestfold est tombé ?» Et il explore l'obligation d'assistance mutuelle de nature coutumière en droit international. Qu'est-ce qu'on y apprend et est-ce qu'on peut faire un parallèle, par exemple, avec l'OTAN qui est au cœur de beaucoup de débats en ce moment? Et exactement, il y a un parallèle à faire. Alors, ça part d'une plaisanterie, puisque où était le Gondor lorsque l'Ouestfold est tombé, c'est une réplique du roi Théoden du Rohan dans les films qui n'existent pas du tout dans l'ouvrage, mais dans les films, les auteurs ont voulu rajouter une dimension un peu dramatique et peut-être un peu colérique au roi Tolkien, en disant que voilà, il y avait un problème d'assistance militaire finalement et que le Rohan se retrouvait seul pour se battre contre les armées de Saruman. Et évidemment, en droit international, ça fait tout de suite écho à l'entraide et à l'assistance militaire que peuvent se porter les États. Alors il existe un certain nombre de dispositifs, mais ce qu'il apparaît, c'est qu'effectivement on est sur un système proche du très célèbre article 5 du traité de l'Atlantique Nord, le traité OTAN, qui prévoit effectivement que en cas d'attaque d'un État européen ou américain sur son sol, eh bien les autres États seront solidaires et fourniront toute l'assistance militaire nécessaire dans le cadre de la légitime défense, qui est prévue par le droit international, pour aider l'État attaqué à faire cesser l'agression. Et ça, c'est une codification, c'est un traité. Il y en a plein dans l'histoire des alliances militaires. Il y en a d'ailleurs d'autres que celle de l'OTAN, qui est vraiment la plus célèbre et la plus dangereuse aussi, puisque il y a quand même plusieurs puissances nucléaires qui sont signataires de ce traité. Dans le Seigneur des Anneaux, on est plutôt sur une norme coutumière, c'est-à-dire une norme non écrite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori de traité. On nous parle des anciennes amitiés. Et puis finalement, on a bien le sentiment, surtout lorsqu'on lit les livres, on a bien le sentiment que les acteurs, les rois se sentent obligés de venir au secours du Gondor ou du Rohan. Et donc ça qualifie une coutume en droit international. Il faut savoir qu'en droit international, il n'y a pas que des traités, il n'y a pas que des textes. Il y a aussi des normes coutumières qui ne sont pas écrites et qui régissent la vie entre les États, et c'est une spécificité du droit international. Dans le droit français, par exemple, on pense plutôt volontiers à la loi ou au décret, il n'y a pas trop de normes non écrites. En réalité, il y en a quelques-unes. Mais en droit international, c'est encore très important. Et là, vraiment, l'histoire de Théoden du Rohan est vraiment une preuve évidente de l'existence de la coutume. Il y a un chapitre qui est signé Adèle de Ménard sur le droit de la protection de la nature. Il y a des pays comme l'Équateur ou la Nouvelle-Zélande, par exemple, vous le mentionnez, je l'apprends évidemment dans votre livre, qui ont des outils judiciaires en faveur de la protection de la nature. Alors comment ça s'articule chez Tolkien, parce qu'on sait la place incroyable de la nature dans la saga du Seigneur des Anneaux, et où est-ce qu'on en est dans notre droit français international ? Alors la question est vaste. Tolkien a un attachement très particulier à la nature et on le sent dans son œuvre qui est riche de beaucoup de descriptions de paysages qu'il avait très manifestement en tête, y compris lorsqu'il écrivait depuis les tranchées de la guerre de 14-18, ce qui est assez contrasté. L'Équateur et d'autres États ont effectivement mis en place des mécanismes qui permettent à la nature, qui se trouve un petit peu personnifiée, d'exercer un certain nombre de droits. Donc le droit à la restauration en cas de dommage, le droit de ne pas être affecté par des activités humaines. Et donc la plupart du temps, ça existe également dans d'autres pays, soit on octroie directement une forme de personnalité juridique à un élément naturel, qui peut être un fleuve, une montagne, un arbre, une forêt plutôt, soit on crée des gardiens, ça peut d'ailleurs être complémentaire, on crée des gardiens qui sont humains et qui ont pour mission, pour fonction, d'exercer des droits et de protéger la nature. Alors, en France, on n'en est pas là. Il y a un droit de l'environnement qui est développé, il y a des responsabilités environnementales qui existent, mais il n'est pas question de donner la personnalité juridique à des éléments naturels. On se pose à peine la question de la personnalité juridique des animaux, c'est-à-dire que les animaux sont encore considérés comme des biens au sens du droit civil en France. Alors ce sont des biens certes doués de sensibilité, mais ils sont encore soumis au régime juridique des biens, donc on n'en est pas du tout là. Dans Tolkien, il y a des gardiens. Ce sont les Ents.
Ce sont ces créatures assez formidables qui sont en fait les gardiens de la forêt. Et là, Tolkien nous le montre très clairement. Et d'ailleurs, leur fonction est ensuite de garder l'Isengard, là où est enfermé Saruman. Dans les ouvrages, il ne meurt pas. Hein. En tout cas, il ne meurt pas à l'Isengard. Il est enfermé dans la tour. Et donc, les Ents sont les gardiens de la vallée. Donc, Tolkien va plus loin. Il anticipe finalement des débats qui auront lieu beaucoup plus tard. Voilà, parce que vous pensez que l'engouement qu'a eu, en tout cas, l'œuvre cinématographique qui a touché beaucoup plus de gens que les livres, a fait ressurgir ça chez le grand public. Oui, il y a aussi des choses dans les ouvrages, je pense à Tom Bombadil par exemple, qui est un épisode qui est tout au début du voyage de Frodon, Merry, Pipin et Sam, qui n'a pas été reproduit dans le film, mais on a aussi ça beaucoup dans l'ouvrage. Et je crois que c'est un thème récurrent dans la fiction. On le trouve chez Miyazaki aussi, dans l'œuvre de Miyazaki. Il y a beaucoup cette relation à la nature qui interroge et qui questionne nos représentations en tant que spectateur. Donc et ça a toujours un retentissement important. Et c'est pour le coup c'est utile. Et là la fiction nous modèle également, nous influence quelque part lorsqu'on est un peu submergé par la féerie du monde de Tolkien ou des mondes de Miyazaki lorsqu'on est devant notre écran. Bah finalement ça doit aussi nous inciter à réfléchir à notre propre environnement, et je crois que c'est un message important. Alors il est peut-être un peu anachronique parce que Tolkien a écrit à une époque où les considérations environnementales sont pas du tout aussi importantes qu'aujourd'hui, mais on retrouve ce thème-là de la guerre qui détruit tout dans la vie personnelle de l'auteur, et qui se voit complètement contrebalancé par une vision féerique de la nature qu'il faut garder. Chromosome B. Raphaël Morel, le Seigneur des Anneaux, que signifie ce fameux anneau? Au niveau symbolique déjà, je vous demandais ce que vous en pensez, mais surtout que signifie sa destruction et qu'en pense le droit. Il y a un chapitre signé Baptiste Nicot qui pose la question: les atteintes portées à l'anneau sont-elles des crimes? Oui, c'est la question de savoir finalement de quoi l'anneau est le nom. Il est le nom de beaucoup de choses dans la saga, puisque c'est un objet de convoitise, c'est un objet de pouvoir. C'était un objet qui est aussi extérieur à l'homme, à l'humain, et à Sauron qui est certes inhumain, mais ça montre aussi les limites de l'humain qui a besoin d'un objet, qui a besoin d'un matériel pour prendre le pouvoir et exercer la force. Donc il y a plein de lectures, de niveaux de lecture possibles de ce qu'est l'anneau en termes philosophiques. Le chapitre de Baptiste Nicot, qui est maître de conférence en droit pénal, en droit privé et sciences criminelles, et à l'université de Limoges, est très intéressant parce qu'il prend un petit peu le contre-pied de la saga en disant mais finalement tout ce qu'on fait à l'anneau, cela relève d'un crime, parce que l'anneau c'est aussi un bien. C'est aussi un objet qui, du coup, est soumis au régime pénal en droit français, et donc il peut pas être volé, il ne peut pas être détruit. Et donc il nous explique que finalement les vols successifs de l'anneau, avec violence, puisque l'histoire de l'anneau est sanglante, elle pourrait être réprimée en France par le code pénal, et que finalement sa destruction volontaire, c'est une entreprise de malfaiteurs. Donc le conseil, la communauté de l'anneau pourrait être qualifiée de bande de malfaiteurs, et finalement sa destruction par Frodo est peut-être une tentative accidentelle de destruction. Et c'est une manière très intéressante de lire la réalité. Alors ici c'est pas la réalité, c'est la fiction, mais de la lire autrement, et c'est le travail de juriste aussi, de voir les choses autrement, et de ne pas voir l'anneau comme un objet à détruire, mais peut-être au contraire un objet qui aurait dû être protégé d'une certaine manière. Alors dans la troisième
partie qui s'appelle Appréhender le droit constitutionnel avec Bilbo le Hobbit. Il y a un chapitre signé Alexandre Ciodo sur la place de la justice dans la saga, dans lequel on lit: dans le cadre d'une appréhension juridique de l'œuvre de Tolkien, aucune étude n'apparaît plus légitime que celle de la justice elle-même. Plus loin, il cite Sam, un des héros de la saga: je sais maintenant que les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de se retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route parce qu'ils avaient foi en quelque chose. Alexandre Ciodo conclut: l'objet de cette foi n'est autre que la justice. Alors, y a-t-il une définition universelle de la justice ? Alors, c'est une question très intéressante qui renvoie là aussi à la philosophie plus qu'au droit. La quête du juste, c'est une quête millénaire et qui est parfois contingente, puisque chacun ne se représente pas, je me place du point de vue du lecteur, chacun ne se représente pas ce qui est juste de la même manière que son prochain et encore moins de la même manière que les générations précédentes. Mais il y a une idée qui est quand même, je pense, universelle, c'est que le juste, c'est la poursuite du bien. Et que la poursuite de la justice, c'est objectiver finalement ce qui est le bien, ce qui fait le bien. Et la destruction de l'anneau, c'est le bien, c'est la quête du bien, c'est donc la quête du juste, et ça, c'est une guerre juste finalement, si on fait un parallèle avec le droit international. La guerre qui est menée par les hobbits finalement, et par toute la communauté, le Gondor, etc. C'est pour aller détruire l'anneau, c'est une guerre juste, car il s'agit de rétablir la paix sur le continent. Et là, c'est un thème qui est aussi lié à l'histoire de Tolkien, bien évidemment, hein, mais c'est un thème qui est extrêmement important. Je pense qu'il est central dans l'œuvre de Tolkien. Il y a toujours une justice. On le trouve souvent dans les fictions, mais chez Tolkien, il y a une expression tout de même particulière. On pense à la justice dans par exemple la mort de Boromir, qui tente de voler l'anneau et puis qui finalement meurt et dit il faut aller détruire l'anneau, alors que lui-même avait essayé de le prendre pour lui, mais son dernier souffle, c'est le souffle de la justice. Et voilà, et ce thème il est vraiment central et je trouve que oui, il a une forme d'universalité dans le sens où on peut s'y retrouver vraiment en lisant la saga, quel que soit le pays d'où on lit finalement Le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'on s'y retrouve dans cette idée selon laquelle, bah oui, c'était ce qu'il fallait faire, détruire l'anneau. Chromosome B. Pouvez-vous, Raphaël Morel, évoquer les 4 niveaux de lecture du livre ? Je les cite, après je vous laisse élaborer brièvement. La vulgarisation non scientifique, l'exercice pédagogique, la prospective juridique et enfin la science du droit. Oui, je pense que il y a au moins 4 manières différentes de lire le livre et d'appréhender ce mouvement droit et fiction et les productions qui sont proposées depuis maintenant une dizaine d'années. Le premier enjeu, c'est la vulgarisation non scientifique, c'est-à-dire mettre le droit à la portée du grand public, en expliquant par exemple que le Gondor ne pouvait pas assister l'Westfold, pour reprendre la première question de cette interview, ne pouvait pas être là et assister le roi au moment de la bataille de l'Westfold. Finalement, on explique des règles de droit international et on explique ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, en disant Sauron aurait dû être jugé devant la Cour pénale internationale. Ça permet de faire connaître des institutions du droit. Et donc ça, déjà, c'est quelque chose d'important parce que le droit est trop souvent perçu comme quelque chose d'aride, de trop technique et d'éloigné du citoyen, alors qu'au contraire, c'est un outil au service du citoyen et pour sa protection. Donc cette entreprise de vulgarisation, je trouve auprès du grand public, elle est me semble-t-il vraiment, vraiment essentielle. Le deuxième niveau, c'est celui de la pédagogie. Et là, il s'adresse plutôt aux étudiants en droit. En droit, l'un des exercices privilégiés que l'on utilise pour former les juristes de demain, c'est l'exercice du cas pratique. C'est-à-dire de donner une situation réelle, mais la plupart du temps fictive, en disant à nos étudiants, voilà, maintenant vous êtes juriste, alors comment vous allez résoudre cette situation? Et ça commence d'abord par la qualification juridique des faits, puisque des faits ne sont pas toujours évidemment qualifiables en droit, donc il faut appliquer un raisonnement juridique pour arriver à une conclusion. Et bien c'est exactement ce que proposent beaucoup des contributions de cet ouvrage, de prendre une situation et de se poser la question, au regard du droit français, au regard du droit européen, au regard du droit international, comment on peut analyser la situation, qu'est-ce que l'on encourt, quelles sont les conséquences juridiques. Et donc ça, c'est un vrai exercice qui est quand même très très intéressant et utile. Donc ça donne de la matière aux enseignants et puis matière à réflexion.
Et puis ça permet aussi d'arriver à un troisième niveau de lecture qui est celui de la prospective juridique, c'est-à-dire que l'étude de la fiction nous permet d'anticiper le futur, d'anticiper ce qui pourrait exister. On a pris l'exemple des Ents, des gardiens de la nature, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver en France, et donc on peut se demander finalement les Ents, est-ce que les gardiens de la nature, on pourrait imaginer un régime juridique qui soit adapté pour mieux protéger la nature. Dans d'autres sagas, je pense par exemple à Star Wars, on peut se poser la question des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de comment cela fonctionne. Et donc voilà, il y a là un exercice de réflexion un peu futuriste parfois. Et puis enfin, le dernier niveau de lecture, et pour moi il est extrêmement important, c'est un niveau de lecture scientifique. Il y a beaucoup, en tout cas certains collègues juristes qui pensent que faire ce type d'ouvrage, c'est s'amuser et perdre un petit peu du temps. Moi, je ne le crois pas du tout. Je crois déjà qu'on ne perd pas de temps en faisant de la pédagogie. Mais je crois aussi qu'il y a une dimension scientifique de recherche pour justement étudier la représentation de la société et du droit dans les fictions. Et ça rejoint une des questions qu'on s'était posées. Il y a peut-être ce qu'on appelle une science du regard. Comment un auteur, comment un cinéaste voit la société à un moment donné, voit une fiction, eh bien il y met sa propre représentation du droit, et c'est important de l'analyser et de le décortiquer finalement pour forger l'esprit critique du spectateur, du lecteur, et donner des clés de compréhension de notre société. Il faut savoir prendre du recul parfois sur une œuvre et sur la représentation du droit dans une œuvre. Et bien je crois que ce type d'ouvrage participe aussi à cette entreprise-là. Le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux, vous dirigez cet ouvrage collectif Raphaël Morel et vous nous faites plonger dans l'univers de Frodon, et c'est aux éditions Hendrik B. Raphaël Morel, est-ce que Tolkien est un spécialiste du droit ou un philosophe du droit ? Alors un spécialiste, certainement pas. La plupart des auteurs ne sont pas spécialistes du droit. Ils peuvent faire du droit sans s'en rendre compte. En revanche, philosophe du droit, certainement. Philosophe, oui, c'est évident, et philosophe du droit, incidemment. Alors je sais pas s'il aurait accepté ce qualificatif, et peut-être l'aurait-il contesté. Il est toujours difficile de faire parler les morts, mais en tout cas, on peut faire de la philosophie du droit en lisant Tolkien, et donc en ce sens, bien oui, je pense qu'on peut dire que Tolkien était à sa manière un philosophe du droit. On va conclure cet entretien. Je renvoie évidemment nos auditeurs, qui soient étudiants ou grand public, à aller se plonger dans votre ouvrage, à qui on souhaite le même succès aux éditions Hendrik B que les autres sagas. Il y a eu Jurassic Park, je pense, dont vous avez été aussi le directeur, et celle d'Harry Potter. J'ai l'habitude de terminer sur une citation, un proverbe, un aphorisme, Raphaël Morel, qui pourrait caractériser votre relation au monde ou votre état d'esprit en ce moment. Êtes-vous inspiré ? Je pense qu'une citation que j'aime bien, et qui est peut-être un aphorisme plus qu'une citation, c'est la mémoire est un outil vivant. Et je pense que cette manière de voir le monde, elle colle assez à l'univers de Tolkien, et je pense qu'il faut se souvenir en lisant Tolkien, comme en regardant la télévision, en lisant les informations, il faut se souvenir du fait que nos relations humaines, nos relations de manière générale, elles ont un sens, et le droit il est là pour fixer un cadre, et je pense qu'en se souvenant du fait que le droit il existe pour apaiser les choses, on peut construire une société qui soit peut-être un peu plus apaisée et un petit peu plus constructive, et je crois que c'est assez d'actualité finalement. Alors ça peut paraître un peu loin de Tolkien, mais moi ça m'a toujours frappé en lisant Tolkien, la place de la mémoire. Les personnages ont une mémoire, on parle de leurs ancêtres, on parle de générations bien avant, on a toujours des traces lorsqu'on lit un ouvrage du troisième âge, on a des traces de la mémoire du premier âge, et c'est quelque chose, moi quand j'ai lu adolescent, Le Seigneur des Anneaux, qui m'avait marqué. Alors voilà, la mémoire est un outil vivant, il faut faire vivre la mémoire. Tolkien le fait dans sa saga qui s'étale sur des millénaires, je crois qu'il faut qu'on le fasse aussi. Raphaël Morel, merci. Merci beaucoup Sylvano. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.